Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands disposaient de certaines des meilleures armes jamais conçues. Mais il y avait une mitrailleuse américaine à laquelle ils n'avaient absolument aucune réponse, et pourtant elle s'était inspirée de la cartouche même que les Allemands avaient créée. Cette mitrailleuse établit également un record de tir de précision à longue distance qui tint pendant 35 ans, tandis que l'arme elle-même est toujours en service à ce jour. Et le plus stupéfiant, c'est qu'elle est encore presque identique à celle conçue il y a plus d'un siècle. Alors si vous aimez les créations de John Browning et une puissance de feu sérieuse, cette vidéo est pour vous. Pour comprendre l'enfer que l'âme de Browning déchaîne sur le champ de bataille, il faut remonter au problème qu'elle fut conçue pour résoudre. La Première Guerre mondiale vit les mitrailleuses utilisées en nombre colossal pour la première fois. Mais chacune d'elles tirait les mêmes cartouches que les fusils d'infanterie standard. Ce n'était pas un problème pour la plupart des cibles qu'une mitrailleuse était censée détruire à l'époque. Mais ensuite, des blindages commencèrent à apparaître sur les aéronefs et les véhicules, les protégeant des projectiles de calibre fusil. Il était évident que les avions et les chars blindés étaient là pour rester et ne feraient que devenir plus difficiles à neutraliser à mesure que la technologie progresserait. En 1917, l'armée lança donc un appel pour une nouvelle arme capable de neutraliser de façon fiable chars et aéronefs tout en étant efficace contre n'importe quelle autre cible sur le champ de bataille. Le cahier des charges exigeait un calibre d'au moins 12,7 mm et une vitesse initiale dépassant les 820 mètres par seconde, ce qui représentait un bond considérable au-delà de tout ce qui existait à l'époque. Et la demande fut transmise à nul autre que John Browning. Et s'il y avait quelqu'un capable de relever ce défi, c'était bien lui. Le point de départ de Browning pour sa nouvelle mitrailleuse fut sa propre 1917, une mitrailleuse refroidie à eau en calibre 7, 62 mm dotée d'une réputation extraordinaire en matière de fiabilité. Il prit cette conception déjà éprouvée et l'agrandit intégralement pour encaisser une cartouche bien plus puissante. Quant à la cartouche, il prit également le 30 à 0,6 et le grossit. Mais il s'inspira aussi d'une cartouche allemande capturée de fusils anti-chars de 13, 2 mm, réalisant qu'elle répondait exactement aux exigences recherchées. Les Allemands avaient créé cette cartouche et lui associèrent essentiellement un fusil Mauser surdimensionné. L'idée de fabriquer également une mitrailleuse chambrée pour cette munition existait, même s'ils ne la concrétisèrent jamais. Quoi qu'il en soit, le résultat final fut le 50 BMG, ou 12 7x 99 mm. Les essais complets du nouveau prototype débutèrent exactement une semaine après la fin de la Première Guerre mondiale, et dans un premier temps, les performances furent assez décevantes. Mais après des améliorations successives, le premier modèle de production vit le jour, la 1921, une mitrailleuse lourde refroidie à eau destinée principalement au rôle anti-aérien. L'armée commença à la tester dans d'autres applications, et c'est là que la liste des problèmes devint difficile à ignorer. La version refroidie à eau pesait environ 54 kg pleine d'eau, tandis que la variante refroidie par air accusait 38 kg. Avec un trépied de 20 kg, le dispositif au sol total atteignait entre 60 et 77 kg avant de compter une seule cartouche. Et le 50 BMG n'est pas exactement la munition la plus légère du monde. L'infanterie ne pouvait pas réalistement opérer avec cet engin. Le canon refroidi par air surchauffait très rapidement, tandis que le recul était assez violent pour faire du tir précis un rêve lointain. Les aéronefs de l'époque ne pouvaient pas emporter l'arme à cause de son poids, et les premiers véhicules blindés et chars ne pouvaient pas vraiment l'intégrer car les munitions ne s'alimentaient que depuis le côté gauche. Pendant un certain temps, la seule application pratique était la défense côtière antiaérienne, et tout le programme commençait à ressembler à une impasse coûteuse. Et puis Browning mourut en 1926, laissant l'arme toujours en suspens. Cependant, son équipe et l'armée continuèrent à travailler jusqu'à trouver deux solutions d'ingénierie genuinement ingénieuses. La première était une conception à boîtier unique pouvant se transformer en 7 types de mitrailleuses en calibre 12, 7 mm simplement, en utilisant différentes jaquettes, canons et autres composants. Et elle permettait aussi à la munition de s'alimenter indifféremment depuis la droite ou depuis la gauche. Cela signifiait que la même arme pouvait désormais être montée dans n'importe quelle position sur n'importe quelle plateforme avec une simple légère modification. On pouvait avoir un canon refroidi à eau avec sa jaquette, un lourd canon refroidi par air pour une utilisation au sol ou un canon plus léger refroidi par air pour les aéronefs, tous interchangeables sur la même arme. Et comme les mitrailleuses refroidies à eau passaient de mode à l'époque, ils voulaient que la nouvelle M2 règle définitivement le problème de surchauffe des canons refroidis par air. Ce fut finalement résolu avec un canon lourd, créant ainsi la M2 HB, HB pour Heavy Barrel, canon lourd, qui allait devenir le modèle qui entrait chaque malheureux se retrouvant à l'autre bout de ses tirs, comme vous allez l'entendre.
L'arme pesait donc désormais 38 kg, tirait entre 450 et 575 coups par minute et avait une portée effective dépassant les 1800 mètres. Elle fonctionne sur le principe du recul court, ce qui signifie qu'au départ du coup, le canon et la culasse partent ensemble vers l'arrière en position verrouillée. Cela maintient l'étui cartouche entièrement soutenu tant que la pression dans la chambre est à son maximum, empêchant l'étui de se rompre lors de l'extraction. Après environ 10 mm de recul, le canon s'arrête tandis que la culasse continue seule vers l'arrière, extrayant l'étui tiré et l'éjectant. Ce mouvement vers l'arrière comprime le ressort de rappel, qui repousse ensuite la culasse vers l'avant, arrachant une nouvelle cartouche de la bande à maillon détachable, la chambre étire. Le cycle entier se répète tant que la détente est maintenue enfoncée. L'idée en elle-même n'est pas compliquée, mais la faire fonctionner de façon fiable à l'échelle avec un projectile d'une telle puissance représentait le défi d'ingénierie auquel Browning et son équipe se sont attelés. Et finalement, mettre tout cela au point avait pris la meilleure partie de 2 décennies. Concernant la cartouche 50 BMG, regardons ses caractéristiques avant d'examiner ce qu'elle fit au combat. Elle délivre entre 13 500 et 20 000 joules d'énergie à la bouche, soit environ 4 fois ce que produit un 30,06. Comparée à la cartouche 8 mm Mauser que le MG42 allemand tirerait plus tard, et à pratiquement toute autre arme d'infanterie de l'époque, on parle de 5 à 10 fois plus d'énergie. À 90 mètres, elle pouvait traverser environ 25 mm d'acier blindé durci et vous ne serez pas non plus à l'abri derrière un mur. Vous en entendrez davantage là, dessus dans un instant. Cependant, dans les années précédant la Seconde Guerre mondiale, alors que l'AM2 s'apprêtait à faire sa réputation, personne ne savait vraiment comment cet engin pourrait ou devrait être utilisé, hormis pour la défense antiaérienne fixe. Avant 1933, il n'y avait que 990 Me-2 en service, tandis que la mitrailleuse en calibre 7, 62 mm, restait le cheval de bataille. Mais à mesure que tout laissait présager un nouveau conflit mondial avec des Allemands désormais manifestement bien mieux armés et blindés que les Américains, il devenait évident que les mitrailleuses lourdes allaient très vite être indispensables. En 1937, la restriction à son utilisation expérimentale fut levée. Et quand l'Allemagne envahit la France, l'armement américain passa un contrat dépassant 54 millions d'euros avec diverses entreprises pour produire ces nouvelles mitrailleuses en 4 types différents. Les débuts au combat de l'AM2 survinrent de la façon la plus inattendue lors de l'événement bien connu que l'on appelle souvent Pearl Harbor. L'AM2 était déjà largement utilisée sur les navires comme dernier anneau de défense antiaérienne, ce dont on eut amplement besoin ce jour-là. Et maintenant que la guerre était manifestement engagée, elle passa en production de masse totale et fut montée sur tout ce qui pouvait la porter. Très vite, tout ce qui avait des ailes, des chenilles ou des roues en avait au moins une boulonnée dessus. La Me-2 fut rapidement standardisée pour les aéronefs de combat, bombardiers et chasseurs dans la version AM Me-2. Elle remplaça leurs anciennes mitrailleuses en calibre 7, 62 mm, et cette Me-2 était une toute autre chose que celle qu'on voyait sur les chars et les trépieds. Elle avait un canon plus court et plus fin, pour économiser du poids. Et on pouvait se le permettre sans les problèmes de surchauffe que connaissaient les servants au sol, parce que l'avion volait à grande vitesse dans un air glacé à haute altitude, ce qui assurait le refroidissement. Mais l'essentiel ici, c'est la cadence de tir. Là où la version terrestre atteignait environ 500 coups par minute, ces versions aviation dépassaient les 850 et pouvaient monter à 1200 coups par minute, ce qui la place dans le même voisinage que le MG42 quand on parle de cadence de tir, et avec une munition bien plus grosse et plus puissante. La raison en est qu'un chasseur ennemi croisant votre trajectoire ou une cible au sol que vous mitraillez en vol à plusieurs centaines de km/h ne vous offre qu'1 ou 2 secondes de temps de tir pendant qu'il est dans votre viseur. Il faut donc envoyer le maximum de projectiles possible pendant cette brève fenêtre. C'est pourquoi la cadence était ainsi poussée à l'extrême et pourquoi on utilisait plusieurs mitrailleuses pour multiplier ce nombre. Les chasseurs emportaient jusqu'à 8 mitrailleuses de calibre 12, 7 mm, comme le P-47 Thunderbolt, mais 6 était la configuration la plus courante, comme sur le Mustang, le Hellcat, le Corsair et d'autres chasseurs. Le Douglas A-26 Invader prit les choses un peu trop au sérieux, avec jusqu'à 18 M2, 8 dans le nez, 4 dans chaque aile et 2 en tourelle. On connaît également le Dixet Forteresse volante, qui emportait jusqu'à 13 mitrailleuses de calibre 12, 7 mm dans diverses tourelles et position pour sa défense rapprochée contre les chasseurs ennemis tentant de l'abattre. Le 50 BMG était moins puissant que les canons automatiques de 20 ou 30 mm de certains chasseurs allemands, mais on compensait par une cadence de tir plus élevée et davantage de munitions transportables. Et la cartouche traversait tout aussi bien un bloc moteur ou une cabine pilote blindée. Elle était donc plus que suffisante pour abattre les avions de l'époque.
Et en concentrant le feu de plusieurs canons à la fois sur une cible au sol lors de passages en mitraillage, elle était également efficace contre des cibles dures, comme les locomotives, les véhicules blindés et même les chars. Et puisqu'on aborde la question d'augmenter la cadence de tir en regroupant plusieurs armes, il faut mentionner l'affût quadruple Mu-45. Vous l'avez probablement vu au cinéma. C'est une tourelle en calibre 12, 7 mm pour la défense contre les aéronefs volant à basse altitude, où, au lieu de la cadence d'une seule mitrailleuse, on en a 4 simultanément. Il est à commande électrique, ce qui lui permet une rotation rapide à 360 degrés et une élévation entre -10 et +90 degrés, permettant de suivre et d'engager rapidement et précisément les avions ennemis. Cependant, une fois la Luftwaffe pratiquement défaite en Europe, les Américains commencèrent à utiliser l'affût quadruple contre des cibles au sol plus souvent. Et vous pouvez sans doute imaginer, si se faire tirer dessus par une seule Meuse était déjà un enfer, ce que c'était quand il y en avait 4 simultanément, et d'où venaient les surnoms comme hachoir à viande ou faucheuse de Fritz. Après que le Japon eut déclenché la guerre, son allié l'Allemagne déclara la guerre aux États-Unis. La M2 accompagna donc très vite les forces américaines en Afrique du Nord, et elle n'attendit pas longtemps pour montrer ce dont elle était capable. Elle disposait d'assez de puissance pour combler le vide entre l'artillerie et les mitrailleuses légères, et surtout pour surpasser la portée effective des mitrailleuses ennemies. Parce que le 50 BMG conservait encore beaucoup d'énergie au-delà de 1800 mètres, il pouvait percer le blindage des premiers chars jusqu'au Panzer IV sur les côtés, sans parler des chars japonais légèrement blindés qui étaient fauchés par les M2 lors des charges Banzai. Par ailleurs, toute couverture qu'on aurait pu préparer ne résistait pas longtemps si quelqu'un pointait la Meuse dessus et lâchait 200 coups sur un même point. Un mur ou un bunker en sac de sable, c'était terminé. Cela tenait au fait que les munitions étaient intelligemment agencées pour être efficaces contre un large éventail de problèmes rencontrés sur le champ de bataille. La balle ordinaire était la cartouche standard, à gainage cuivre et noyau en plomb. Rien de spécial, et déjà plus que suffisant pour vous gâcher la journée. Mais il y avait aussi les AP, des perforantes dotées d'un noyau en acier durci ou en carbure de tungstène, généralement identifiées par une pointe noire. Elles pouvaient traverser presque 25 mm de blindage en acier durci à courte portée, de quoi détruire les chars et véhicules au blindage léger. Les API, perforantes incendiaires, ajoutaient un composé incendiaire pour enflammer tout ce qui est combustible une fois le blindage traversé. L'APIT était la même chose avec en plus un traceur dans le culot pour que le servant puisse voir où tombaient les projectiles et ajuster son tir. Elles étaient utiles pour les chasseurs lors de leurs combats aériens, mais aussi en rôle anti-aérien. Et ce qui donnait à l'arme sa vraie efficacité sur le champ de bataille, c'était le chargement de la bande avec toutes ses cartouches combinées. On disposait donc de toutes ces capacités en une seule rafale. La combinaison la plus courante était environ une APIT toutes les 5 cartouches, les cartouches intermédiaires étant des balles ordinaires ou des perforantes. Et pour aggraver encore les choses pour les Allemands et leurs alliés, les Américains avaient des M2 absolument partout. Rien que pendant la Seconde Guerre mondiale, il en fut produit un peu moins de 2 millions. Ainsi, chaque half-track, char, chasseur de chars, automitrailleuse, embarcation de débarquement et même Jeep en avait au moins une, toujours avec beaucoup de munitions, ce dont les Allemands ne pouvaient pas se vanter. Ils ne disposaient pas de mitrailleuses lourdes en dehors de la mitrailleuse de 13 mm montée sur leur chasseur. Mais contrairement à la M2 Browning, elle n'était spécifiée que pour ce rôle et ne fut jamais utilisée dans une configuration terrestre. Ils utilisaient leur mitrailleuse polyvalente, un concept qu'ils avaient d'ailleurs inventé. Ils avaient la MG34 et la MG42 comme chevaux de bataille principaux, et quand elles étaient montées sur le trépied Lafette, la configuration était considérée comme une installation de mitrailleuses lourdes. Et ne vous méprenez pas, ce trépied Lafette était un dispositif ingénieux qui conférait aux mitrailleuses allemandes une précision et une portée remarquables. Il disposait même d'un calculateur mécanique permettant de régler la portée de tir, les zones de feu et diverses fonctions. Les Alliés n'avaient jamais rien eu de tel. Mais le problème fondamental était la cartouche elle-même. La 8 mm Mauser, la même que celle des mitrailleuses de la Première Guerre mondiale et des fusils d'infanterie, se trouvait tout simplement dépassée en portée et en puissance par le 50 BMG. Les Allemands voulaient d'ailleurs en avoir pour eux-mêmes, mais ils ne pouvaient pas se permettre un nouveau programme de développement d'armes dans leur situation déjà difficile de pénurie alors qu'ils se faisaient battre sur tous les fronts. Ils cherchèrent néanmoins à utiliser des Mach 2 capturés pour protéger leurs sous-marins et avaient même des plans pour produire des munitions 50 BMG à cet effet, mais cela ne se concrétisa jamais en quantité significative. Et ce n'était pas un problème uniquement pour les soldats recevant le feu de mitrailleuses lourdes au sol. Les bombardiers en piqué et les chasseurs allemands attaquant des cibles terrestres avaient un travail bien plus dangereux quand chaque véhicule pointait une Meuse vers le ciel. Les chars Sherman,
en avait une montée à l'arrière de la tourelle, car il était impossible de la pointer vers le ciel depuis l'intérieur du panneau de toit. Elle était donc servie par un soldat debout sur la plage arrière, ce qui le rendait certes très exposé au feu ennemi, mais lui permettait de pointer SAM 2 dans n'importe quelle direction. Les équipages de chars américains avaient développé la technique de la reconnaissance par le feu, et l'AM 2 se révélait encore une fois précieuse pour vérifier si quelqu'un était caché dans ce buisson ou ce bâtiment. Sans gaspiller d'obus du canon principal, il lâchait une courte rafale sur les points suspects pour soit provoquer un tir de réponse si quelqu'un s'y cachait, soit, laisser celui qui s'y cachait y rester définitivement. Bien. On vous a expliqué ce que le 50 pouvait faire contre le blindage et les fortifications. Mais qu'en est-il de son effet sur le corps humain ? Permettez-moi d'expliquer cela d'une façon légèrement technique pour me donner l'air savant, et vous pourrez vous moquer de moi dans les commentaires si je me trompe. Selon les recherches en balistique des plaies, une vitesse de projectile supérieure à 600 mètres par seconde est le seuil de la destruction tissulaire à haute énergie. Et le 50 BMG quitte le canon à environ 880 mètres par seconde, soit presque 50% au-dessus de ce seuil. Parce qu'il fait pratiquement 12,7 mm de diamètre, il crée logiquement un canal de plaie bien plus large et comprime les tissus autour de lui, transférant son énergie et créant cet effet de choc hydraulique. C'est dire que les tissus sont violemment projetés vers l'extérieur au passage du projectile, puis reviennent en place brutalement. Cela se produit avec toute balle. Simplement avec le 50 BMG, c'est infiniment plus puissant. Les organes mous seraient donc à peu près complètement détruits en cas d'impact. Et en raison du troisième effet, l'onde de choc, les organes n'ont même pas besoin d'être touchés directement pour être gravement endommagés. Ce que cela signifie concrètement, sans les termes techniques, c'est qu'un impact à proximité des principaux os ou vaisseaux d'un membre ne sera pas survivable sans chirurgie immédiate. Et cela signifierait généralement la perte du membre touché. Un impact au torse ou à la tête, je vous laisse imaginer. Au moins, la vidéo ne sera pas supprimée si je n'entre pas dans les détails. Après la Seconde Guerre mondiale, l'AM 2 resta en service dans la même configuration. Elle fit ensuite la Corée, puis le Vietnam, où elle fut montée de façon diverses et créatives, comme sur ces camions armés ou les vedettes de patrouilles fluviales. Mais au Vietnam, quelqu'un eut l'idée d'exploiter la portée et la puissance de la cartouche 50 BMG pour des tirs de précision individuels. Je parle du légendaire Carlos Adcock et de son idée de monter une lunette de visée sur l'AM 2 et de l'utiliser comme fusil de précision depuis un trépied. Avec ce dispositif, il réalisa un tir à 2286 mètres qui resta un record pendant 35 ans. Et cela inspira plus tard Ronnie Barrett à créer son fusil de précision en calibre 50 BMG qui allait établir plusieurs records de tirs confirmés à très longue distance. Cependant, deux problèmes avaient suivi l'AM 2 depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'en Irak et en Afghanistan. Le premier était assez évident. Le servant de Meudeux debout à travers le panneau de toit d'un Humvee était la personne la plus exposée de tout le convoi, et il n'avait même pas de bouclier pour une raison inexplicable. Des boucliers et des tourelles blindées furent ajoutés plus tard. Mais le servant qui passait la tête à l'air libre n'était pas vraiment dans la position la plus sûre du monde. La solution, quand elle arriva enfin, prit la forme du dispositif d'armes téléopéré commun, connu sous le nom CRO. Le servant l'utilise depuis l'intérieur à l'aide d'un joystick et d'un écran vidéo avec caméra de jour et de nuit, télémètre laser et conduite de tir informatisée, lui conférant une excellente précision. Et puis il y avait le problème du changement de canon. Vous voyez, quand Browning conçut l'AM 2 originale, la technologie de l'époque ne permettait pas de maintenir des tolérances assez serrées pour contrôler précisément deux dimensions très importantes. La première est le jeu de tête, c'est dire la distance entre la face de culasse et le fond de l'étui cartouche quand il est complètement engagé dans la chambre. La seconde est la cadence, c'est dire le moment exact où le percuteur tombe par rapport à la position des pièces en recul dans leur cycle. Les deux devaient être exactement corrects. Trop serré et la cartouche ne se chambrerait pas ou ne partirait pas. Trop lâche et l'étui pouvait se rompre dans la chambre, ce qui signifiait une explosion interne, des éclats et une arme hors de combat. La solution de Browning fut de rendre les deux réglables par le servant, ce qui résolvait le problème de fabrication tout en créant un autre problème qui dura 80 ans. À chaque changement de canon, le servant devait réinitialiser manuellement le jeu de tête et la cadence à l'aide d'une jauge spécialisée en vissant le canon à l'intérieur ou à l'extérieur par incrément de cran précis. Dans des conditions contrôlées, avec un servant entraîné prenant son temps, ça fonctionnait. Sous le feu, avec du métal brûlant, des tirs entrants et un soldat de 10 à 9 ans stressé qui le faisait dans l'obscurité, la situation était quelque peu différente.
Un raccourci courant consistait à supposer que le nombre de crans qui avait fonctionné avec le canon précédent fonctionnerait avec le canon de remplacement et de le monter sans vérifier. Parfois c'était bien, parfois ça se terminait par un étui rompu et quelqu'un qui mangeait des éclats. Lame de zone arriva en 2010 et régla enfin ce problème. Le jeu de tête et la cadence sont désormais réglés en usine de façon permanente sur chaque canon. Pour le changer, le servant rétracte simplement légèrement la poignée d'armement, fait pivoter le canon à l'aide de sa poignée de transport et le fait glisser vers l'extérieur. Le nouveau canon est introduit, se verrouille dans le logement en J et l'arme est prête. Pour le reste, la Meu de Browning est toujours pratiquement la même arme. Environ 100 pays l'utilisent encore aujourd'hui et rien ne semble devoir changer de sitôt. À titre d'exemple, le numéro de série 324, soit le 324e exemplaire de Men 2 jamais produit, fut retiré du service en 2015 après 94 ans d'utilisation active. Et si ça ne vous dit pas tout ce qu'il y a à savoir sur cette arme, je ne sais pas ce qui le fera.